Cher John, j'ai demandé à ta mère de ne te faire parvenir ce billet que lorsqu'elle apprendrait la nouvelle de ma mort. Comme tu le sais sûrement, ma fortune a toujours été destinée aux enfants de ma fratrie. Mais je souhaite t'offrir à toi un bien infiniment plus précieux que l'or. Je me rappelle encore t'avoir vu tout jeune déambuler dans les rayonnages de ma réserve et développer la même fascination que moi pour les horloges. Je distinguais déjà en toi les qualités qui font la nuance entre l'artisan et le maître. L'abnégation, la détermination, l'exactitude et la rigueur. Et plus tard, j'y ai vu le génie. J'ai espoir qu'un jour tu surpasses mon talent et mon savoir-faire. Avoir eu le privilège de te transmettre quelques-unes de mes connaissances me persuade que je n'ai pas vécu pour rien. J'ai le sentiment d'avoir participé à l'avènement du plus grand artiste horloger que le monde ait compté. Tu n'es plus un enfant aujourd'hui, et je sais que l'heure est venue pour toi de t'émanciper, et de découvrir par toi-même ce que j'ai toujours vu en toi. Ainsi, tu hériteras de ma boutique et de tous mes biens matériels. Tu sauras prendre soin de notre héritage, tu sauras rendre immortel notre nom. Ton oncle, Harold. Je reposais avec émotion la lettre de mon oncle. Jamais je n'aurais soupçonné qu'un homme de génie tel que lui puisse à ce point croire en moi. Il ne m'avait eu pour apprenti que quelques semaines dans son atelier de Londres, et pourtant il était persuadé que j'étais un petit miracle de la profession. Je me décidai à prendre le train pour la grande ville dès le lendemain. Après avoir fait de brefs adieux à mes parents, je prenais un fiacre vers la gare. Mais ce ne fut qu'en posant le pied sur les quais de la gare que je me rendais compte de l'importance du choix que je venais de faire. En effet, bien loin de ma terre natale, la ville grouillait de monde. Un vent glacé de la capitale faisait grelotter les foules entières et vaciller jusqu'aux lumières des lampadaires qui éclairaient la sombre fin d'après-midi londonienne. Je demandai à une voiture de me mener jusqu'à la demeure de mon oncle et, après avoir payé le conducteur, je poussai la porte vitrée de l'atelier. Je m'enfermai dans le local et jetai un regard à cette salle qui, je le savais, serait désormais ma maison. Je n'avais jamais remarqué que la poussière possédait une odeur avant d'entrer dans le vieil atelier de mon oncle ce jour-là. Les murs recouverts de tiroirs aux larges boutons semblaient sur le point de tomber sur ma tête. L'atmosphère dans laquelle j'avais été projeté était vraiment étouffante. Des rues étroites et bondées de Londres, à cette étendue de placards, d'engrenages et d'horloges, aux mécanismes et aux balanciers complexes, tout, depuis que j'avais pris le train, depuis mon paisible village de Cornouailles, était désagréablement dépaysant. Je remarquai enfin son plan de travail principal, qui serait dorénavant le mien, tandis que je me remémorais sa lettre. J'avais été si flatté en la lisant que je n'ai pas réfléchi une seconde au choix que je faisais en m'installant dans une si grande ville. Pour moi, ce qui était fait, était fait. Accepter un tel héritage était de l'ordre du bon sens, et j'y étais. Assis sur un fauteuil inconfortable, à contempler de petits engrenages perdus au milieu de minuscules outils et de petits tas de pierres précieuses, grenats, cornalines et d'émeraudes. J'ai vite ressenti le besoin de m'extirper de ce lieu. Toutes ces émotions, la fatigue et la poussière avaient eu raison de ma sédentarité. Malgré les fortes odeurs de gin et d'égout qui laissaient les rues en proie aux prostituées et aux opiomanes, je me décidai à sortir, pour me changer les idées. La nuit, la ville revêtait des aspects plus angoissants encore que la journée. Mais je ne voulais pas me laisser intimider par une ville avant même de l'avoir découverte. Aussi, n'ai-je pas marché longtemps avant d'entrer dans un pub qui me paraissait fréquenté et propice à l'étude des bas-fonds de ma nouvelle ville. Mon entrée ne fut pas très remarquée dans le brouhaha ambiant. Je m'assis au bar et demandai un bock en épiant les épais canapés où se vautraient les plus riches et les plus fortunés des clients. Des éclats de voix retentissaient au fur et à mesure que des hommes aux chemises déboutonnées disparaissaient en galante compagnie dans les différentes ruelles avoisinantes. Une épaisse brume de fumée jetait un voile derrière lequel se réfugiaient ces gredins de gentlemen qui oubliaient leur famille et leur morale le temps d'une nuit. Toutes les nuits. Je n'avais toujours pas bougé, ni parlé à qui que ce soit, quand le barman posa devant moi un verre plein d'un liquide transparent à l'odeur caractéristique. J'interrogeai du regard la femme qui venait de me payer le gin. Elle n'avait rien de l'habituelle courtisane. Son port de tête, la façon dont son manteau de laine couvrait jusqu'à sa gorge,
et ses traits fins la distinguaient du commun. J'en venais à me demander si le barman ne s'était pas trompé en me servant ce verre. Mais le sourire de cet inconnu et la chaleur que je ressentis à sa vue m'ôtèrent ce doute. La clarté de sa voix lorsqu'elle me salua ajouta à l'ivresse dans laquelle l'alcool m'avait déjà plongé. Vous ne parlez à personne? Vous avez l'air complètement perdu ici. Vous ne vous sentez pas bien? Peut-être la fierté aurait-elle dû me faire tenir ma langue. Mais je répondis sincèrement à sa question. J'ai pas l'habitude de ces bars, madame. Je suis horloger. Le travail me suffit, hein, mais mon atelier me semblait inhospitalier depuis la mort d'un membre de ma famille. Tandis que je buvais ses paroles et mon gin, elle me parla de la mort de son mari quelques années plus tôt, et comme elle comprenait qu'un événement difficile puisse changer la perception de ce qui nous entoure. Je la revois encore me dire Vous devriez vous mettre au travail le plus tôt possible. Vous savez, des idées formidables jaillissent des pires épreuves. Nous devons nous entretenir en privé. Je crois que mon employeur aimerait beaucoup vous rencontrer. Il vous fera une offre que vous ne pourrez refuser. Au fil de notre discussion, je sentais que mon excentricité avait quelque chose de rafraîchissant pour elle. Et il m'avait semblé qu'à peine 10 minutes s'étaient écoulées lorsque je jetai un coup d'œil à la salle et la remarquai presque entièrement vide. Je commençais à avoir chaud. Je prenais poliment congé pour me rafraîchir. Je titubais légèrement en me dirigeant vers les lieux d'aisance du pub. Et ce ne fut que lorsque j'essayais de pousser la porte que je sentis que mes forces m'avaient totalement abandonné. Ah, j'avais soudainement tant besoin de dormir et tellement envie de m'asseoir. Ah, le pub entier semblait s'effondrer sur moi et je sentais le sang battre et tambouriner sur mes tempes. Je fis demi-tour et essayai de capter l'attention d'Elisabeth, mais l'image de son sourire éclatant fut la dernière chose que je vis avant de sombrer dans l'inconscience. Je me réveillai dans une salle sombre, entourée d'hommes d'une quarantaine d'années. J'étais pour l'instant incapable de me mouvoir et la peur me saisit aux tripes presque à la seconde où j'aperçus Elisabeth se tenant fermement devant moi, avec l'air sévère d'une gouvernante d'école pour jeunes filles. J'ouvrais difficilement la bouche et demandai d'une voix rauque des explications sur la situation. Monsieur Whitemore, c'est très agréable de vous être joint à nous. Chaque réponse viendra dans son temps, monsieur. Je me présente, professeur Dawson. La liste de mes nombreuses distinctions n'est pas à détailler. Je représente et gère la filiale londonienne d'une discrète organisation nommée le Blanc Arnois. Nous avons regroupé au cours de notre séculaire existence les plus grands esprits et les plus nobles âmes. Vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, car comme mes confrères ici présents, vous avez été choisis. L'heure est venue pour vous de révéler à nos côtés vos dispositions à la grandeur et à l'immortalité. Je réalisais soudainement que leur intérêt pour moi était exclusivement dû à mes capacités d'horloger et de géomètre, qu'ils n'avaient aucune intention de se montrer violents si je me pliais à leurs exigences. D'ordinaire, nous nous contentons de missions mineures aussi furtives qu'insignifiantes, comparées à l'envergure du projet qui nous occupe et nous réunit tous ici ce soir. Depuis bien longtemps, le Blanc Arnois s'intéresse de près aux secrets occultes de notre histoire. Les coordonnées exactes de l'île légendaire d'Atlantide viennent de nous être révélées. Et au-delà de l'avancée historique que sa découverte constituerait, elle renferme en son sein un objet auquel le Blanc Arnois attache un intérêt particulier, le vril. Cette gemme unique fut le secret de la puissance de la civilisation atlante. Et il pourrait également nous livrer jusqu'au secret de l'âme humaine et de la vie. Nous aurons besoin de vos compétences pour mener à bien notre expédition. Vous êtes le plus grand technicien de notre temps. Il est normal que ce soit vous qui imaginiez les plans des bateaux et des véhicules qui nous porteront jusqu'à cette cité et jusqu'à cette énergie mystérieuse qu'ils possédaient. Nous partirons dans le courant de l'année 1897. Vu sous cet angle, je commençais à m'intéresser sérieusement à leurs propositions. Le professeur Dawson l'avait compris. Je le sentais. Je voyais ses yeux se plisser sous l'influence de sa satisfaction. Nous serons accompagnés d'équipes d'ingénieurs, de géologues et d'historiens de haute volée. Naturellement, vous partirez en mer avec nous pour le pôle sud,
si vous acceptez cette offre qui ne sera pas renouvelée. Nous vous laisserons jusqu'à demain pour vous décider. Vous fermerez votre boutique dans la journée de demain pour nous signifier votre accord. Henri, portez ce cher monsieur jusqu'à notre chambre d'hôte. Il repartira en fiacre dès la matinée. J'étais exténué, mais ce projet m'enthousiasmait. Réellement, partir à la découverte de l'Atlantide, légendaire cité perdue, avec ses secrets, son histoire, ses civilisations. Il fallait que je me rende à l'évidence. Ce Dawson m'avait convaincu à la seconde où il avait prononcé ce mot, où il avait évoqué ce fameux vril et les pouvoirs qu'il était censé procurer à son détenteur. Et même s'il avait peu de chance de mener à bien cette formidable entreprise, il me tardait de coopérer avec ces incroyables personnes qui, toutes, étaient absolument convaincues de notre habileté à toucher ce qui était devenu notre but. Seul, dans l'obscurité de la chambre d'amis, je m'endormis, amer tout de même d'avoir été dupé par cette Elisabeth. Était-ce vraiment son prénom ? La soirée aurait pu tourner tout autrement. Mais je saurais m'en contenter. Il va sans dire que j'ai fermé le magasin le lendemain. Je m'attelais déjà à la conception d'un navire à même de supporter le froid glacial, le poids des différents équipages, des armes, du matériel d'exploration dont nous aurons besoin une fois arrivés aux confins du monde, à l'extrême sud de l'océan. J'eus très vite besoin de plus de papier, et ce fut sourire aux lèvres que je m'extirpai de l'atelier poussiéreux de mon oncle pour acheter de quoi écrire plusieurs fois l'Ancien Testament au crayon à champ. En revenant dans l'atelier, je vis une lettre sur le chevalet. Rendez-vous le 24 décembre au soir, 47 Fleet Street. Je vous aime, Harold Pearl. Il ne faisait aucun doute que ce billet provenait de la compagnie, qui avait voulu dissimuler ses traces sous la forme d'un mot doux. Mais Harold était le nom de mon oncle, et non le mien. Je comprenais à présent que j'avais été mandaté pour les compétences impressionnantes dont mon oncle faisait preuve dans l'exercice de son métier d'horloger. Et que les membres de la compagnie se fourvoyaient à mon sujet. Je n'osais imaginer les conséquences qu'aurait pour moi l'aveu d'une telle catastrophe. Ils ne souffriraient certainement pas l'existence d'un témoin gênant, susceptible de faire péricliter tous leurs efforts. Je travaillerais sans relâche durant les 11 jours qui me sépareraient du 24, en espérant que mes plans et ce que j'aurais à leur proposer leur conviendraient et seraient dignes des attentes qu'ils plaçaient en mon oncle Harold. Oncle Harold, si tu m'entends, j'espère être à la hauteur. J'eus de la chance. Les idées fusaient. J'essayais de comprendre les effets du froid sur les métaux les plus rares. Monsieur Dawson avait été très clair sur ce point. Le budget à notre disposition pour mener à bien ce projet importait peu. Apparemment, le réseau dont disposait leur organisation n'était pas seulement composé de techniciens hors normes, mais aussi d'hommes très fortunés. Mes recherches absorbaient toute mon énergie tout en me prodiguant une vigueur insoupçonnée jusqu'alors. Je sentais chaque mystère se déliter sous les coups de mon crayon et de mes outils de mesure. Mais je dus me résoudre, après 4 jours de veille, à m'allonger un peu. J'emportais mes rouleaux avec moi, sentant que jamais je ne pourrais trouver le sommeil en me sachant loin d'eux. Près du lit se trouvait une table de nuit comportant un tiroir destiné à accueillir un exemplaire de la Bible. Je l'ouvris avec l'intention d'y glisser mes rouleaux. Mais ce ne fut pas la Bible que j'extirpai de la poussière. J'avais la main sur une lettre cachetée, portant le sceau de ma propre famille. Celui de mon oncle. Je lus attentivement ce qui venait de m'être adressé après avoir déchiré le papier. John, j'ai fait aujourd'hui une découverte troublante qui met en péril tous les projets que j'avais pour toi. J'ai tenté d'en informer Scotland Yard, mais le réseau a déjà perverti toutes les institutions du pays. J'ai percé à jour leurs manigances et leurs conspirations. Ils corrompent notre ville, ourdissant de diaboliques complots pour dominer et agir à leur guise. Je ne compte plus le nombre de disparitions inexpliquées que je peux relier à leurs agissements. Que ces personnes les aient rejoints, ou qu'ils aient été leurs victimes, le blanc Arnois gagne en puissance. Sa toile ne cesse de s'agrandir, de se ramifier. Ils ont à leur service d'extravagantes fortunes. Une partie inimaginable de l'aristocratie se plie à leurs règles et à leurs rituels occultes. Méfie-toi donc de chaque nouvelle rencontre, John. Je regrette d'être trop âgé pour partager cet alarmant constat et m'entourer d'alliés du bien. Toi, tu le pourras. Tes responsabilités sont considérablement accrues. Montre-toi à la hauteur. Ton oncle, Harold. Avait-il vu mon visage se décomposer et fondre à la lecture de cet avertissement ? Savait-il ce qu'il se passait en ce moment même ? Rien ni personne n'aurait pu le dire.
J'avais simplement compris que ma vie était menacée dans des mesures bien plus importantes que je n'avais soupçonnées jusqu'ici. Il ne me restait plus qu'une semaine avant que les membres de la compagnie ne viennent me demander des comptes. L'idée même de m'endormir me semblait à présent risquée et dangereuse. Il faudrait que je me débarrasse de cette lettre. Je ne dormirai pas ce soir. Je vis le soleil se lever par la fenêtre de ma chambre. Je m'emparai d'une large sacoche dans laquelle je mis mes plans, mes notes et la lettre de mon oncle. Des documents qu'il me faudrait détruire au plus vite. Je n'ouvris pas la boutique ce jour-là non plus. Me sachant surveillé, il aurait été idiot de montrer aux compagnons que je venais d'annuler l'accord que nous avions passé quelques jours plus tôt. Il était aux alentours de 10 heures lorsque j'entendis des coups frapper à la porte de la boutique. Un visage familier et inquiet se tenait devant moi. Elisabeth. Il fallait que je sois aussi enthousiaste que les jours précédents, aussi pris par mon travail, où elle avertirait l'organisation de ce changement de comportement. Je l'accueillis en forçant un sourire. Elle ne me le rendit pas. Arrivée à la chambre, Elisabeth entreprit de fermer les volets et les rideaux à toutes les fenêtres, se gardant de répondre aux questions que je lui posais. Lorsqu'elle eut fini, un air de panique toujours planqué sur son visage, elle s'assit sur le matelas. J'avais abandonné l'idée de lui demander ce qui se passait. Elle me répondrait bien assez tôt. Son air sérieux était irrésistible, sans aucune commune mesure avec son air badin, qui pourtant éveillait en moi des sensations que j'appréhendais difficilement. La peur que j'éprouvais ne suffisait pas à me faire détacher les yeux de ses lèvres. Leur léger tremblement trahissait un extrême malaise. Vous êtes en grand danger. Londres n'est plus une ville sûre pour vous. Jamais vous ne quitterez la ville vivant s'ils vous retrouvent. Je ne devrais pas être ici. Ils se servent de vous, et depuis le début. Vous ne verrez jamais le sous-marin que vous avez conçu. Ils vous tueront plutôt que de voir un non-initié s'approcher de nous, et de découvrir nos desseins. Je suis tellement désolé. Ça faisait partie du plan, dès le commencement. Pourquoi ? Chez vous, j'ai redécouvert une part de moi. Je veux vous aider, vous sortir de là. J'ai une maison au nord de l'Écosse. Voici l'adresse. Prenez la voie ferrée, nous nous retrouverons là-bas. Soyez discrets, changez de nom. Allez, grand train, ne vous retournez pas. Que proposez-vous alors ? Je brûlais d'envie de lui révéler mon nom, mais ne voulais pas perdre mon temps en palabres alors que nous risquions tous les deux nos vies. Un fiacre m'attendait dans la nuit du 24 au 25 pour m'échapper de la ville et vivre quelque temps en Écosse. Elle me rejoindrait aux portes de Glasgow avant le jour de l'an, dans une discrète maison d'hôte de la campagne. Elle sécha ses larmes et s'excusa. En sortant de la salle de bain, elle était parfaitement poudrée et resplendissait à nouveau, comme si elle n'avait jamais versé une larme. Et elle disparut dans la nuit. Les sifflements et les crachotements du train qui m'emmène à Glasgow viennent de démarrer. Elisabeth ne s'est pas présentée au rendez-vous, et je me demande ce qui a bien pu advenir d'elle. L'organisation s'est-elle rendue compte de sa trahison ? Peut-être a-t-elle été tuée ? Ou est-ce celle qui m'avait trahi ? Mon bref passage à Londres restera un mystère pour moi. Quelle était cette société secrète contre laquelle Elisabeth et mon oncle m'avaient mis en garde ? Quel était leur but ? Et s'ils étaient les méchants, qui étaient les gentils ? À qui devrais-je m'allier pour les combattre ?